D'où on va s'attaquer maintenant aux Minnesota Timberwolves, alors qu'on voit la preview se lancer, et encore une fois, cette illustration magique signée Jordan Q Basket que je vais même pouvoir mettre en grand. Voilà, c'est fait. Les Minnesota Timberwolves, il me semble que Kawhi Lito est fan des Wolves, il va pouvoir nous éclairer sur sa franchise. Un bilan difficile. Je suis le seul à avoir de l'espoir pour les Wolves cette année. Bah, je ne crois pas, Smile. Je ne crois pas. Personnellement, j'aimerais. Moi, je suis supporter des Denver Nuggets dans la conférence Ouest. Donc, bon, le moins il y a de concurrence, mieux c'est d'un certain côté. Et en même temps, voir un talent générationnel comme Karl Anthony Towns passer à côté de succès collectifs, forcément, ça me touche un petit peu et je trouve ça bien dommageable et j'espère qu'on va pouvoir voir ces Wolves s'améliorer. C'est quelque chose en tout cas d'envisageable puisque les 2 dernières saisons de Kat se sont faites dans un marasme pas possible, notamment au niveau des blessures. Que ce soit ses blessures à lui, c'est vrai que les 2 dernières saisons il a pu être blessé, mais aussi les blessures de D'Lo, les blessures de Beasley, enfin bref, beaucoup d'inconsistance, d'instabilité, une instabilité permanente, persistante, qui forcément rend très difficile le travail sportif tout court, tout simplement, que ce soit pour Karl Anthony Towns, mais aussi pour ses coéquipiers, mais aussi pour son coaching staff, de devoir jouer toujours avec des 5 différents, avec des joueurs différents, c'est vraiment intenable et difficile de créer quelque chose à partir d'une instabilité permanente. Donc forcément, le succès potentiel des Wolves se fera grâce à un peu plus de chance, tout simplement, par rapport aux blessures, par rapport à la construction, et le fait qu'ils puissent enfin se retrouver ensemble de manière consistante. Je vois dans le chat que Julien nous parle de Chris Finch, bien évidemment, on va y revenir, ça va être un des points essentiels de cette preview. Alors qu'on ferme une porte derrière moi, excusez-moi pour ce bruit parasite. Une chose intéressante dans notre preview, qui ressortait de notre preview, et notamment de questions-réponses de Julien avec les comptes de franchise FR, c'était ce constat sans appel, a priori, que c'est peut-être la dernière chance du cycle Karl Anthony Towns et D'Angelo Russell. C'est peut-être la dernière fois qu'on peut laisser une chance à ce duo et à ce cycle même de franchise pour les Wolves pour atteindre les playoffs, que ce soit par le play-in ou la qualification directe. Ce sont vraiment les places, l'objectif de la franchise, d'autant plus qu'une seconde timeline commence à se dessiner autour d'Edwards et de McDaniels. Ça, c'était la bonne nouvelle de la saison passée pour les Wolves, avec 2 rookies qui se sont montrés et qui ont montré un potentiel vraiment intéressant, avec notamment une seconde partie de saison en boulet de canon de la part d'Anthony Edwards. On va voir un petit peu le in and out du roadster, les arrivées, comme d'habitude, pour faire un petit peu le point là-dessus. Alors, des départs, le départ de Jarrett Culver, d'Ed Davis, de Juancho Hernan Gomez, mais aussi de Ricky Rubio, qui quitte cette franchise. Alors ça a été un crève-cœur, je sais, pour certains fans des Wolves, avec des arrivées de Patrick Beverley, Nathan Knight, Taurean Prince, et puis McKinley Wright, que je ne connais absolument pas, pour être tout à fait honnête, pour ce dernier, ce qui nous donnerait un roadster avec, sur les postes de meneur, D'Angelo Russell bien évidemment, supplé de Patrick Beverley. Au poste d'arrière, on aurait Anthony Edwards, bien évidemment, dans le 5. Vous le voyez juste en dessous, on va l'afficher en grand juste après. Mais également un joueur intéressant, alors 2 joueurs intéressants, bien sûr, Josh Okogie et Jaylen Nowell. Je pense que c'est Kawhi Lito qui pourra nous parler de Jaylen Nowell, lui qui voit un potentiel playmaker pour la seconde unit. On va en parler aussi de la seconde unit. Enfin, en ailier, c'est là aussi que l'arrivée de Taurean Prince est intéressante en backup de Jaden McDaniels.
Pardon. En ailier fort, c'est là où il y a une faiblesse dans le roster des Wolves, une faiblesse assez historique depuis quelques saisons maintenant. Il n'y a que Jared Vanderbilt qui est un ailier fort un petit peu de métier, entre guillemets, un petit peu naturel. Derrière Nathan Knight, pour être tout à fait honnête, je ne connais pas tellement. Il vient d'arriver, je ne sais pas si dans le chat vous pourrez en parler. Alors que Riton est très pessimiste quant à cette dernière saison pour Karl Anthony Towns. Oui, c'est vrai que ça va être difficile, ce sera peut-être sa dernière saison, mais il y a quand même des espoirs pour cette franchise cette saison s'ils arrivent à rester en santé, comme j'aime à le dire. Et bien sûr, comme tu le dis, Riton, on espère pour leurs fans, et pour Julien, et pour Kawalito. Enfin, au poste de pivot, bien évidemment, Karl Anthony Towns et son non pas moins bon backup, Naz Reid. Je sais qu'il est très apprécié dans la fanbase des Wolves. Voilà, on va pouvoir afficher le 5 majeur. Alors que Egridou nous suit. Bienvenue Egridou, bienvenue à toi. Merci pour ton follow. N'hésite pas à venir discuter avec nous dans le chat. C'est du rimrunner assez foufou pour Nathan Knight. D'accord, très bien. Merci pour cette précision, Julien. Et Egridou qui nous dit juste Naz Reid. Voilà, je crois que ça montre à quel point il y a un engouement sur ce joueur qui est vraiment très apprécié de la fanbase. Egridou, un vrai loup. Eh ben, bienvenue chez QI. Voilà, tu tombes bien pour parler des Wolves, c'est parfait. Un 5 majeur qui, alors que Kawalinto nous dit, on ne sait pas vraiment complètement ce qu'il en sera du 5 majeur. En tout cas, Julien et les comptes de franchise se tendaient à tomber d'accord sur ce 5-ci avec D'Angelo Russell à la main, Anthony Edwards en 2, McDaniels en 3, Vanderbilt en 4 et Karl Anthony Towns en 5, bien évidemment. Bien évidemment que Finch n'est pas potentiellement fixé sur ce 5, mais malgré tout ce serait là-dessus qu'on partirait. Madjalov, bienvenue à toi, installe-toi confortablement, merci pour ton follow. Je reprends mon brouillon pour m'y retrouver. Deux faiblesses dans ce roster et dans le jeu pour cet effectif. La faiblesse du poste 4, on en a parlé, c'est vrai que c'est un petit peu difficile et ça matche bien avec une de leurs faiblesses qui est le rebond et la défense. C'est vraiment la défense et le rebond qui depuis quelques années sont des faiblesses de la franchise et qui vont nous intéresser entre autres alors, on est d'accord, besoin de taille au rebond potentiellement, mais peut-être que ça ne se résout pas qu'à ça. On est d'accord, Kawalito. Maintenant, Vanderbilt était... Alors moi, j'ai connu Vanderbilt, moi je suis fan de Denver, des Nuggets. Donc Vanderbilt était un peu annoncé comme un potentiel rebondeur. On n'a malheureusement, nous, pas eu trop l'occasion de le voir jouer. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, les fans des Wolves. Est-ce que vraiment il est à la hauteur de cette réputation à ce niveau-là? Je sais qu'il était peut-être un petit peu undersized et que ça joue quand même de ce côté-là. Après, c'est vrai que, étant donné, Kawalito, que Karl Anthony Towns joue aussi beaucoup à l'extérieur, ça fait une présence d'intérieur en moins au rebond. Je pense qu'il y a aussi cette particularité là du jeu des Wolves qui joue dans cette faiblesse potentielle au rebond. Dans le jeu, en tout cas, il y a une chose qui est intéressante par rapport à cette dynamique d'équipe, c'est l'arrivée de Chris Finch. Chris Finch, head coach récent des Wolves depuis la saison passée. Alors qu'on salue Basket Catéchisme, la MIF, ça fait très plaisir. Salut Hugo. Donc Chris Finch qui arrive aux Wolves. Alors Chris Finch, je vais pouvoir en parler, c'est ça qui est cool avec cette preview, puisque c'est un des fondateurs des systèmes qui sont lancés par les Nuggets encore actuellement, et l'un des architectes qui a fait du jeu de Denver un jeu centré autour de Jokic, pivot passeur s'il en est. Le problème de Vanderbilt, nous dit Egredou, c'est qu'il devrait essayer de jouer sans moufle. L'énergie et le physique est cool, mais dès qu'il a le ballon en main, on est d'accord. Vanderbilt, c'est pas quelqu'un avec qui tu vas pouvoir donner... Ouais, tu vas pas pouvoir donner le ballon.
il finit difficilement. C'est vraiment un joueur unidimensionnel et c'est pour ça que je pense qu'en tant que titulaire, c'est limité. Et c'est pour ça que je pense que vous souffrez vraiment du poste 4. C'est que la preuve, c'est que Vanderbilt puisse être un titulaire, ça montre bien qu'il y a un manque à ce poste. Alors, que je salue. CH Tyranno, je ne sais pas trop comment prononcer ton pseudo, excuse-moi, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Très utile, très énergique, très utile au rebond et en défense, assez malin, bouge bien entre les lignes, mais pas de main, pas de shoot. Oui, je pense que c'est un peu le constat pour Vanderbilt. Malheureusement, il y aura un petit peu que ça de possible en poste 4, à moins de partir sur du small ball, mais ça ne règle pas forcément le problème du rebond. On parlait de Chris Finch donc, un des fondateurs du système de Denver. Encore une fois, ça va être très intéressant de voir le jeu à deux D'Angelo Russell, Karl Anthony Towns de ces systèmes. On sait qu'à Denver, ça a été un système vraiment fondateur pour la franchise entre Jamal Murray et Nikola Jokic. C'est un peu le point d'ancrage de cette offense du côté de Denver. Kat va pouvoir jouer, je pense, encore plus poste haut avec un rôle plus affirmé en distribution. En tout cas, si Chris Finch s'inspire des modèles qui existent avec Jokic, alors certes, Jokic est certainement un meilleur passeur puisque Jokic est un passeur de génie, c'est une exception dans la ligue. Malgré tout, on sait que Karl Anthony Towns a des capacités à la distribution, a des capacités de playmaking, a des capacités dans la vision du jeu. Je pense qu'elles vont être exacerbées et mises en avant par Chris Finch. Je pense qu'il va vouloir en fait créer un système avec deux potentiels playmakers, D'Angelo Russell et aussi Karl Anthony Towns, et fonder en fait tout le système autour de ces deux-là, de ces deux pôles-là, avec potentiellement des coteurs extrêmement efficaces qui pourraient être McDaniels et Anthony Edwards, bien évidemment. Je pense que ce sera une inspiration intéressante, en tout cas, ces systèmes de Denver pour les Wolves, et je vois bien Chris Finch aller vers cela. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça, amis fans des Wolves, qui êtes vraiment présents dans le chat, ça fait plaisir. Merci à vous de participer, c'est aussi pour ça que ces previews-là vont être intéressantes. J'aimais bien James Johnson chez eux, pas l'option pérenne, mais cool. Oui, après, il y a ce souvenir. Alors, ce souvenir en demi-teinte, j'avoue, du Miami Heat par rapport à James Johnson, avec une saison incroyable, et puis le reste, un petit peu moins peut-être. Après, James Johnson, vous voyez, je suis d'accord dans l'idée, dans le profil. Bon, ça reste pour moi en titulaire un petit peu limité, surtout à l'heure actuelle. Aynet qui nous dit... est-ce qu'on n'a pas réglé le problème de shoot avec Prince McDaniels, par contre on se fait bouffer au rebond et Vanderbilt est à ça. Oui, je pense qu'il y a une question d'équilibre là-dedans. C'est sûr que Vanderbilt n'aura pas vocation à prendre le ballon des mains. Ça doit pas souvent parler des Wolves sur Twitch. Oh ouais, un petit peu de un petit peu de respect quand même. Non, bah avec les previews on est bien obligé et puis on est content. Moi je suis content vraiment de parler des Wolves parce que je suis très curieux de voir ce que va faire Chris Finch avec cette équipe. Très curieux de voir le rôle de Karl Anthony Towns là-dedans. Très curieux de voir la direction que va prendre la franchise. Kawelito, le problème au rebond. Alors je pense que je vais passer sur cet écran comme ça. On aura vos commentaires à l'écran pour la rediffusion, ce sera intéressant. Kawalito qui nous dit: le problème au rebond des Wolves, c'est surtout un manque de fondamentaux et de concentration. Le meilleur exemple, c'est la claquette de Hayes sur 3 joueurs absolument seuls au rebond. Un problème de box-out, bien évidemment. Oui, je pense que ça fait partie de la discipline défensive et on va justement en parler. C'est la chose sur laquelle je vais un peu revenir par rapport au système défensif. La défense chez les Wolves est un problème, en plus du rebond. On peut quand même s'imaginer que, alors déjà comme le dit très bien Cabolito, le rebond est en partie dû à un manque de discipline défensive. Un manque de discipline à la concentration, et que ça de toute façon en élevant le niveau de jeu à cet endroit-là, en termes de défense, en termes de discipline, en termes de rotation, en termes de box-out, ça pourrait déjà atténuer au moins ce problème-ci. Ensuite, ce problème défensif, pour passer un cap, il va falloir l'adresser. Je me souviens, puisque je suis fan encore une fois de Denver, on va faire beaucoup de parallèles avec cette équipe,
Je me souviens qu'on était absolument nul en défense, avec une offense plutôt bonne à Denver, même pendant cette saison, cette fameuse saison où ce sont les Wolves qui nous éliminent des playoffs sur le dernier match de la saison, croyez-moi que je m'en souviens bien. C'est après ça qu'il y a eu cet électrochoc et cette volonté de devenir une place forte en défense, et c'est ce qu'on a réussi à faire, notamment autour d'un système en Edge. Alors je vous ai préparé 2-3 vidéos pour vous parler du système en Edge de Denver et pour vous dire pourquoi ce serait potentiellement le système prôné par Finch aux Wolves et pourquoi c'est intéressant comme système et ce que ça va demander et est-ce que ce sera possible de mettre en place sur une saison. Je vais vous montrer ça, je prépare la vidéo, je vais peut-être d'abord vous en parler, et ensuite on expliquera avec la vidéo. Alors, le Edge, c'est tout simplement... le Edge, c'est une défense sur pick and roll. Étant donné que c'est une des actions les plus courues dans la ligue, le pick and roll, c'est très important d'avoir des systèmes de défense précis sur pick and roll. L'idée du Edge, c'est de stopper le momentum du ball handler sur le pick and roll. Donc le porteur du ballon, qui va demander l'écran, va prendre l'écran pour se libérer potentiellement, aller vers le panier, prendre un shoot ou faire la passe au rollman. L'idée, c'est de stopper son momentum pour qu'il ne puisse pas effectuer l'action suivante. Pour ça, c'est l'intérieur qui va couper en fait le ball handler dans son élan, donc monter très haut sur le ball handler, quitte à se découvrir sur le rollman. Le rollman qui va être laissé tout seul va être couvert ensuite par un schéma d'aide, c'est-à-dire que un des autres joueurs va venir dans la raquette pour aider à couvrir ce rollman qui serait potentiellement laissé tout seul. Ensuite de ça, on n'est pas dans le ice, on n'est pas dans la trappe non plus. Tout se fait à ce moment-là, tout se fait pour laisser le temps à l'intérieur qui venait défendre et couper le momentum du ball handler, pour lui laisser le temps de revenir sur son joueur. On va le voir tout de suite en vidéo, ce sera beaucoup plus parlant puisque je m'égare un petit peu. On va le voir avec cette action des Nuggets dont c'est devenu un des systèmes principaux pour défendre avec Jokic. Donc on est face aux Celtics, vous allez voir que Kyrie, ils vont initier d'abord un système pour Jaylen Brown, et ensuite c'est Kyrie qui va récupérer le ballon et reprofiter des écrans pour passer. Et on aura donc une défense en pick and roll de la part de Jokic avec Horford qui sera le rollman. On va laisser tourner ça. Vous voyez que le premier système pour Jaylen Brown ne passe pas. On se retrouve du coup vers Kyrie avec un pick and roll. Vous voyez la position de Jokic. Jokic est très haut et délaisse totalement à Horford, ne se soucie pas du tout de son joueur, du coup de son assignment à lui. L'idée c'est vraiment de couper Kyrie dans son élan pour pas qu'il puisse dribbler et pour le couper tout simplement dans son momentum. Horford va se retrouver tout seul. Pour couvrir ça, c'est Jamal Murray qui va s'arrêter dans la raquette, laisser Jaylen Brown et couvrir potentiellement le drive et le rollman d'Al Horford, la passe potentielle en pick and roll de Kyrie pour un Al Horford qui se retrouvait tout seul. Vous allez voir ça. Hop. Pour autant, on n'est pas dans le trap, on n'essaye pas de trapper Kyrie, on n'est pas dans la prise à deux. Tout de suite, Jokic, vous voyez, sort de cette position-là et va sprinter pour récupérer Al Horford, tout simplement pour essayer pour ne pas se retrouver avec un des trois ici qui se retrouverait tout seul et que Kyrie pourrait atteindre via la passe. Et Jamal Murray va pouvoir reprendre son assignment à lui qui est sur Jaylen Brown. Et voilà, on a réussi à empêcher le pick and roll. On a une autre situation, deux autres situations comme ça à vous montrer. Encore une fois, là cette fois face aux Celtics, encore une fois. Cette fois-ci, c'est pas Jokic, mais c'est Mason Plumlee qui va venir en edge assez haut sur le ballon. Pour l'instant, ça semble pas être le cas. Jusqu'à maintenant, vous voyez bien à quel point il est reparti sur le porteur pour éviter qu'il puisse driver, etc. Et là, on a Aaron Baines en rollman qui est tout seul. Terry Rozier a fait la passe à Marcus Morris, il me semble, quelque chose comme ça. Bref, peut-être je me trompe sur les joueurs, peu importe, c'est pas vraiment l'important ici. Qui lui a une passe libre
pour Baines qui va pouvoir rouler sur le panier tout seul. Mais c'est là que l'aide est intéressante, c'est Juancho qui fait l'aide. Et ensuite, on aura du coup Juancho qui va aider sur Baines, et derrière, potentiellement, une situation où notre autre arrière doit choisir entre deux joueurs. Cette fois-ci, ça va bien se passer, vous allez le voir, puisque le Juancho va enlever cette possibilité de passe sur le rollman pour Baines, et Marcus Morris, ou je ne sais plus qui, va trouver Jalen Brand à l'opposé. Heureusement, Juancho va réussir à close out assez rapidement sur Brown. Voilà dans l'idée une dernière petite illustration pour vous expliquer la faiblesse et ce que ça va demander en termes de défense, ce système, même si ce sera une possession réussie de la part des Nuggets. On est face aux Houston Rockets, James Harden est le poison de ce type de défense. Même si là, ça ne va pas réussir, vous allez voir pourquoi. On est dans la même configuration, à ceci près qu'il y a deux écrans, mais malgré tout ça ne change rien. Vous voyez que Jokic est sur le deuxième puisque c'est Clint Capela qui est au deuxième écran, et vous allez voir la position de Jokic qui va edger encore une fois Harden et qui va l'orienter vers en plus le corner, qui est plutôt une bonne situation dans ces cas-là, puisque ça limite les possibilités pour le ball handler. On va voir donc le edge, on va voir, regardez, là tout l'intérêt c'est sur l'aide défensivement, puisque Barton du coup, étant donné que Jokic edge Harden, Barton doit quitter son joueur, venir dans la peinture pour empêcher Clint Capela de roller au panier. Ça, on l'a déjà vu. Regardez Murray maintenant. Murray va devoir se positionner entre les deux joueurs et choisir qui il va défendre en premier lieu et anticiper au mieux la passe pour pouvoir l'intercepter. Là, vous allez voir que ça va réussir, puisque, alors déjà, on peut laisser Westbrook à 3 points, ça c'est une bonne solution, et vous voyez Jamal qui va anticiper cette passe. Tout ça pour vous dire que c'est un système très intéressant pour atténuer les problèmes défensifs des intérieurs. Des intérieurs qui ne peuvent pas potentiellement défendre en drop par manque d'athlétisme, par manque d'intelligence de placement, de difficultés défensives diverses. Malgré tout, ça demande énormément d'aide défensive et de discipline dans les aides défensives. Ça demande énormément de timing sur les aides défensives, et des joueurs, tous les joueurs doivent savoir ce qu'ils vont faire, où ils vont aller, où ils doivent aider. C'est très intéressant comme système parce que ça met au diapason tout le monde. C'est une défense qui est assez viable. En fait, le seul counter vraiment à cette défense, c'est c'est une équipe qui bouge extrêmement vite le ballon et qui du coup prendrait de cours et de rapidité les aides défensives, ou un ball handler de très haut niveau, un playmaker de très haut niveau, élite, comme James Harden, comme Luka Doncic par exemple, qui eux vont carrément anticiper les aides et vont faire la passe dans le corner opposé au tout début de l'action, avant même de se faire piéger par le edge. À ce moment-là, ça devient potentiellement dangereux. Néanmoins, c'est une défense qui est extrêmement viable en saison régulière, et on peut imaginer Chris Finch la mettre en place. En fait, je sais même que Chris Finch a déjà commencé ce genre d'essai avec les Wolves. Ça pourrait être un axe de progression cette saison pour la défense des Wolves qui en a bien besoin. Maintenant, la question c'est, nous, à Denver, on a mis à peu près 1 an à installer cette défense avec des joueurs qui ne connaissaient pas bien leur rotation défensive, n'avaient pas du tout l'habitude de ce travail. Il a fallu du temps, et il a fallu... tu vois, Kawhi Lito qui nous confirme que c'était clair lors du match de pré-saison. Donc je suis content, du coup ça prouve qu'on voit à peu près la direction se dessiner, cette direction se dessiner. Je disais oui, nous il a fallu du temps avec des joueurs qui n'étaient pas forcément dans cette discipline défensive, et on avait un vétéran comme Paul Millsap qui était très important pour donner à tout le monde les instructions sur le terrain, pour dire tu dois être là, et un petit peu coordonner tout ça. La question c'est, les Wolves peuvent-ils réussir cette saison à être suffisamment impliqués et à trouver cette discipline défensive pour réussir à maîtriser ce système, et ensuite, est-ce que ce sera suffisant pour augmenter leur défense et faire de leur offense, basiquement, je m'embrouille, excusez-moi, basiquement avoir un net rating suffisant
pour viser les places en play-in ou même les places de play-offable. À voir, je ne sais pas. Pour moi, ça reste une question ouverte. Je serais bien malin de pouvoir y répondre, mais ce n'est pas le cas. Je vous laisse peut-être en parler un petit peu de chat. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux aspects que Chris Finch pourrait apporter, à la fois offensivement et à la fois défensivement, très inspiré de Denver? Qu'est-ce que vous pouvez en dire de plus? Je pense qu'on a un peu près terminé sur la preview. On va pouvoir discuter un petit peu entre nous avant de rendre l'antenne, bien évidemment. Du coup, je prends mon temps pour vous lire. Hein. C'est ce qu'on a vu au match contre les Pels où Towns couvrait le pic très haut. Voilà, et Net qui me confirme. Ouais, voilà. Julien qui dit aussi défendre Towns avec Towns en drop, c'était pas possible et ce sera pas mal de changer. Ça demande une grosse concentration et un risque dans les corners. C'est exactement ça. On a vu tout à l'heure. Je vais remontrer. Alors, on va repasser là. Je vais remontrer sur la vidéo de Houston parce que c'est flagrant. Alors même si sur la vidéo de Houston, c'est bien parce que on a deux choses. Le edge part vraiment dans le corner, donc c'est plus difficile pour le ball handler de gérer les passes depuis cet endroit du terrain. Donc ça, c'est plutôt une bonne position pour Denver. Et ensuite, la deuxième position bonne pour Denver, c'est que Westbrook n'est pas un tireur à 3 points, et donc du coup, c'est plus facile de choisir son poison. Mais effectivement, ce qui se passe à chaque fois dans ce système, c'est qu'on a deux joueurs à l'opposé, dont un va être laissé seul, et il faut avoir bien confiance en ce défenseur-là, ici Murray, soit pour anticiper correctement la passe et faire l'interception comme c'était le cas là, soit réussir à aller sur le bon shooter. Et c'est pour ça que souvent un ball handler élite comme Harden nous a tués et nous continue à nous tuer très souvent, parce que lui en fait va plutôt que jouer son pick par ici, va le faire plus en tête de raquette et va s'ouvrir des possibilités à la passe et va anticiper cette aide-là avant même que celui-ci puisse se placer entre les deux, va trouver le shooter open. Salut Lulu, RDG, bienvenue à toi, merci pour ton follow. Alors que je pense que je vous ai pas partagé l'écran, et ça c'était une connerie parce que j'ai fait toute ma démonstration à l'instant sur l'aspect où Jamal Murray doit choisir son poison, etc. Bref, c'est pas grave, je vais arrêter là-dessus et vous lire dans le chat, ce sera plus intéressant, je pense qu'on a tout dit là-dessus. Egridou, offensivement, il y a toutes les armes pour faire un massacre chaque soir. Avec une défense correcte, il y a les armes pour aller chercher les play-ins. Je pense vraiment que le net rating est à aller chercher du côté défensif des choses, très clairement. De toute façon, ça a été bien évidemment très identifié dans la preview de Julien, qui disait que voilà, la faiblesse, elle est avant tout défensive. Offensivement, sur le match de pré-saison, il y a enfin un cadre et des principes, nous dit Kawelito. Beaucoup plus de mouvements off-ball et une bien meilleure lecture collective des situations. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Moi, c'était ça que j'adorais avec Chris Finch à Denver. J'étais très déçu de son départ de la franchise parce qu'il y avait un système offensif incroyable qui fait vraiment la part belle au mouvement off-ball. Alors il y a beaucoup de choses qui se passent sur la balle, hein. Notamment voilà, nous on avait la chance d'avoir le Jokic, donc son passing game est exceptionnel, et il y avait des choses sur le pick and roll ou autre, mais ce qui était vraiment excellent avec Jokic, avec Chris Finch à cette époque, c'était le mouvement off-ball en fait qui faisait de Jokic la tour de contrôle, qui pouvait ensuite trouver vraiment des shooters, des cutters encore plus facilement qu'aujourd'hui, parce que il y a vraiment une science chez Chris Finch du système off-ball, des mouvements off-ball et de la libération des cutters et des shooters, et ça c'est vraiment assez génial. Je pense que Edwards dans ce système en cutter, ça peut être dévastateur, vraiment ça peut être très 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 intéressant. Julien QI Basket, bien sûr rédacteur de la preview, que je vous invite à aller voir. Je vais peut-être mettre le lien dans le chat pour ceux qui n'auraient pas pu aller la lire. Hop là. Et on va lire son message. Je pense que ça peut aider, mais qu'on n'a pas forcément le matériel pour optimiser le edge. Manque de QI, défensif, concentration. Donc il faudra être correct grâce à des systèmes plus efficaces, certes, mais on sera très dépendant de notre puissance offensive. En gros, il faut progresser en défense pour arrêter de se faire ouvrir systématiquement, mais surtout que l'attaque réponde aux attentes. Je suis d'accord. Je suis pas sûr que le edge soit maîtrisable à court terme par cette franchise des Wolves.
et son personnel, comme tu le disais, peut-être un peu limité et qui n'a pas forcément cette habitude de discipline défensive. Mais c'est vrai que l'intérêt, c'est pas forcément de devenir une top 5 defense ou une top 10 defense sur la saison prochaine, c'est de limiter la casse pour que l'apport offensif puisse à lui seul vous porter plus haut. Totalement. Là-dessus, je te rejoins tout à fait, Julien. C'est surtout une question de mentalité dans l'application, tout à fait. Je suis totalement d'accord, surtout dans ce système-là du Edge. C'est même pas vraiment des systèmes, c'est juste des principes de jeu à répéter, encore répéter, et que ça devienne une seconde nature. Tout à fait. En fait, c'est vraiment, il faut que chaque joueur comprenne où il doit se situer sur le terrain et où il doit apporter l'aide. C'est très, très important dans ce système défensif. Et pareil en différence. Ah oui, donc Kawalito, tu parlais plutôt de l'enfance quand tu parlais de mentalité d'implication et de système, des principes de jeu. Bah, de toute façon, il y a une similarité, hein, il va falloir que les joueurs s'y fassent. Et c'est là où moi, j'ai peut-être une petite crainte, c'est que en me disant que effectivement le cycle Karl Anthony Towns, D'Lo arrive un petit peu à son terme. Il y a le second cycle avec Edwards et McDaniels derrière. Si les Wolves veulent trader Karl Anthony Towns et D'Angelo Russell, ils pourront le faire l'année prochaine, ou en tout cas à l'intersaison prochaine. Ça laisse que peu de temps pour l'équipe pour se former à tout ça. Je ne sais pas si un an ce sera suffisant pour tout ça. En même temps, je me dis que s'ils arrivent à choper un spot en play-in ou un spot de play-offable, c'est peut-être suffisant, voilà, pour relancer ce cycle-là et pour partir sur de bonnes bases, même si tout n'est pas encore appris ou maîtrisé du côté des Wolves. Majalov qui nous dit sur quoi tu regardes l'analyse des systèmes. Alors là, c'était deux vidéos que je peux vous partager, hein. On va vous partager ça, je vais vous partager ça dans le chat. Tac. Après, c'est deux vidéos que. Alors, j'ai été rapidement sur les vidéos. Je sais pas ce qu'elles valent plus que ça. Je vous avoue, j'ai enlevé le son et comme je connais très bien mon équipe et je connais très bien ce système de jeu, je sais que je peux en parler à peu près sans problème. J'espère que j'aurai été clair. McDaniels, on va se calmer, hein. Oui, mais bien évidemment, ça reste un jeune joueur, du potentiel. Encore une fois, ça n'empêche que c'est une bonne base entre lui et surtout Edwards, hein. Quand je parle de bonne base pour commencer un nouveau cycle, je pense surtout à Edwards qui a vraiment montré de belles choses. Mais bien évidemment, ça reste, si c'est un cycle de reconstruction, de toute façon, c'est quelque chose sur le moyen long terme, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est pour ça que c'est toujours aussi difficile de potentiellement imaginer partir et changer de cycle avec des joueurs aussi talentueux que Karl Anthony Towns, aussi talentueux que D'Angelo Russell. Parce que c'est rare d'avoir autant de talent malgré tout, malgré des défauts en défense clair et net, hein. Ça reste compliqué de faire l'impasse là-dessus.